Donc salut tout le monde, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy. Je suis super content d'être là pour ce dernier meet-up de l'année et de présenter un projet qui me tient à cœur. Il y a une petite private joke qui circule, d'ailleurs c'était le titre de cette présentation qui est comment faire décoller des drones et ne pas les faire atterrir. Je vous spoil tout de suite, j'ai réussi à le faire atterrir, donc vous aurez pas la chance de... Bon, quoique quand il n'y a plus de batterie, ça atterrit aussi. Enfin, d'une manière générale, la gravité fait son taf. Cela dit, ouais, on va regarder ensemble comment je m'y suis pris. Enfin, j'étais pas tout seul, mais comment on s'y est pris pour essayer de reverse un petit peu, donc d'essayer de comprendre comment on communique avec un drone, comment tous ces protocoles fonctionnent. On va parler un petit peu de Rust, mais surtout d'état d'esprit à avoir quand on veut s'attaquer à ce genre de choses. Pour essayer de voir comment ça fonctionne derrière. Est-ce que je pourrais pas faire des choses un peu sympas? Est-ce que je prends le risque de jeter mon drone dans un mur? Oui, on prend ce genre de risque. C'est mieux en extérieur d'ailleurs pour les démos d'habitude, mais on va faire avec. Et voilà, on va rentrer un petit peu dans les détails. On va parler de protocoles de communication, de trame, pour celles et ceux qui font du web notamment. Vous allez voir typiquement, alors au niveau HTTP, on le voit un petit peu avec les headers puis le body. Puis quand on descend un petit peu dans les couches, qu'on va aller parler de TCP, du DP, ce genre de choses, il y a un espace bien précis dans lequel on va mettre des choses qui auront un sens particulier. On va essayer de regarder ça. Et puis après, on va faire une petite démo un peu sympa, et puis on va voir qu'à partir du moment où on a fait les petites briques de base, on va pouvoir travailler, on va pouvoir les mettre en fait en couches ensemble. On va pouvoir faire des trucs de plus en plus sympas, et on va s'arrêter pile au moment où ça devient sympa, et on a plein d'idées, mais bon, PR's welcome si vous le souhaitez. Je vais vous donner des liens vers les repos. Je vais vous donner un lien aussi vers le Discord de Rustlil, si vous voulez participer bien sûr. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire autant que moi ça m'a plu quand j'ai commencé à bosser là-dessus et à m'éclater véritablement. Pour la petite info, je sais pas si je peux faire un petit git log sur le projet qui s'appelle ARSDK. Oh, it's working now! Whip! Oh my god, it doesn't work! Ce genre de choses. Donc ça c'est normal, hein, ça fait partie, j'allais dire, ça fait partie de quand on bosse sur de l'intégration continue, mais ça marche aussi quand on fait du reverse engineering. On essaye des trucs, ça marche pas, on réessaye des trucs, ça marche toujours pas, on fixe des trucs, mais en fait on les fixe pas, etc. C'est normal. Ce projet il a commencé, là vous voyez, il y a des trucs en 2020, là, ça fait facilement 4 ans. En gros l'idée, c'est que dans le cadre d'un truc qui s'appelle AeroRust, qui est ici, qui est une autre communauté, qui a un GitHub, qui a un Discord, etc., on était avec des amis et on a deux enjeux, on adore le Rust et puis on est un peu des space nerds, donc des gens qui adorent tous les trucs qui volent et tous les trucs qui se passent dans l'espace. Et on s'est dit, ce serait quand même bien, Rust a des gros avantages, notamment en termes de memory safety, etc. Est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser dans l'aviation, dans l'aérospatiale, là où on a vraiment besoin que le code soit le plus fiable possible? Le TLDR, oui, progressivement on y arrive. C'est quand même compliqué, surtout quand on veut faire certifier une partie du compilo. Si vous voulez en parler par la suite, je serais ravi de le faire. Il y a plein de choses, ça bouge énormément. Donc il y a 2 sites sur lesquels vous allez pouvoir avoir des infos. Il y a .aerorust.org, et l'autre c'est Are We in Space Yet? Je ne sais pas si vous connaissez les Are We quelque chose. Si vous cherchez des librairies ou si vous cherchez si l'écosystème est mature en Rust dans un domaine particulier, vous allez avoir Are We Learning Yet pour le machine learning, vous allez avoir Are We Gaming Yet pour les gaming engines notamment. Et ben là on a Are We in Space Yet pour savoir si on est dans l'espace. Et trouver plein de super librairies qui vous permettent de faire du système embarqué d'une manière générale, et puis de travailler sur les trucs qui volent en particulier. Donc oui, on avait commencé il y a 4 ans, je disais, et puis on a commencé en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire des workshops ou des trucs un peu sympas, un truc un peu interactif et tout. Super, moi j'ai un drone qui traîne, j'aimerais quand même bien essayer de jouer avec, et puis ce serait quand même bien d'avoir un espèce de SDK ou quelque chose qui permet de faire du Rust là-dessus. Et il se trouve qu'à l'époque, et c'est toujours le cas, j'y connaissais rien, mais rien. Du coup ça devient un petit peu compliqué parce qu'on se retrouve à regarder un petit peu comment les gens ils font d'une manière générale.
Et on se dit, ok, alors en gros, il y a deux catégories de personnes. Il y a les génies qui font des super talks sur comment j'ai hacké, je sais pas, un feu tricolore, et puis en fait, je me suis retrouvé à rentrer dans tout le système de la ville et tout. Je suis pas trop partie de cette catégorie. Et puis il y a les autres personnes qui sont un peu intimidées et qui sont là, bah, j'aimerais bien tenter un petit truc, mais comment je m'y prends, comment je fais. Mais je vais essayer de vous montrer les différentes étapes qui, moi, m'ont permis petit à petit d'écrire ce SDK. J'ai eu pas mal de chance dans la mesure où j'étais pas la première personne à le faire. Par contre, en Rust, à l'époque, j'étais la première personne à le faire. Et il y a un autre avantage, c'est justement la communauté. En fait, il y a plein de gens qui tentent des trucs, qui achètent des sensors, qui achètent des... Comment est-ce que je le dis en français? Qui achètent des petits bouts d'électronique, des sondes, des trucs, puis qui essaient de se brancher dessus, puis d'essayer de voir comment ça marche. Voilà. On va essayer d'évaluer ça. Avant de faire ça, il y a un début de bébé laïus que je voudrais vous faire sur l'anatomie d'une trame. Qu'est-ce que c'est une trame? Une trame, c'est quelque chose, on parle de protocole, qui va nous permettre de communiquer entre deux devices, entre deux objets. D'accord? Quand je veux parler avec quelqu'un, on va d'abord se mettre d'accord sur notre façon de communiquer. Là, typiquement, je suis en train de vous parler en français. Ça paraît bizarre, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de s'entendre. Je vais pouvoir utiliser un vocabulaire, une grammaire et un ordre dans les mots. Pas toujours d'ailleurs, mais ça dépend. Et vous allez pouvoir le comprendre. Vous allez pouvoir inférer du sens en fonction de ce que je vous envoie. D'accord ? Parmi ces protocoles, il y en a plein. Il va y avoir HTTP qui définit une façon de communiquer pour faire du web. Il va y avoir, quand on descend dans les couches, il y a quelque chose qui s'appelle le modèle aussi. Si vous descendez dans les couches, vous allez pouvoir faire du TCP ou de l'UDP, typiquement pour vous envoyer des trames. C'est des choses, donc vous allez avoir des cases ou de l'espace mémoire que vous allez vous envoyer, et vous allez avoir un ordre bien particulier dans les informations que vous devez envoyer, pour que la personne en face, ou le logiciel ou la machine en face, puisse les recevoir et les interpréter de la bonne manière. D'accord ? En ce qui concerne les drones, vous voyez là je suis sur la doc du Anafi Mark III. Alors moi j'ai un Parrot Anafi qui va être utilisé pour la démo. Je suis pas sûr que ce soit le Mark III, mais ça utilise un protocole qui s'appelle le Mavlink Protocol. Voilà. Donc comment est-ce que j'ai trouvé ça? Je suis allé sur internet et j'ai fait Parrot Anafi SDK, limite avec plein de points d'interrogation derrière. Et puis je suis tombé sur de la doc, alors qui n'était pas forcément à jour, qui n'était pas forcément pertinente, mais en tout cas voilà. Les gens qui font des drones, ils utilisent pas mal de protocoles. Parmi ces protocoles-là, il y en a un qui s'appelle le Mavlink. Donc typiquement, ce que j'ai compris, c'est que on va parler via Internet la plupart du temps, donc du Wi-Fi typiquement. Hein, on se connecte à un réseau Wi-Fi sur un drone. Un peu comme vous faites avec votre imprimante, des fois l'imprimante elle envoie un réseau, vous vous connectez dessus, hop, et puis vous commencez à discuter avec. Et puis on va utiliser un protocole ici Mavlink. Alors, protocole Mavlink, ça va être du TCP. Et alors là, il y a une spécification qui dit, bah voilà, on va s'envoyer des bytes, donc des suites de 0 et de 1, on va dire, par paquet de 8. Et puis alors le tout premier, bah voilà, c'est le signe de début d'une nouvelle trame. Et puis ensuite, c'est la taille totale du payload. C'est-à-dire, voilà, je suis en train de t'envoyer un message et ce message, il fait n caractères. Si vous faites du HTTP, vous avez le content length, par exemple, qui vous dit, voilà, le payload qui arrive, il va faire telle taille. Donc là, ça va me permettre potentiellement d'allouer de la mémoire et de dire, bon bah voilà, j'ai cette taille-là, ça va pas faire plus. On va allouer un petit peu plus, on sait jamais, c'est pas comme s'il y avait déjà eu des failles de sécurité à cause de ce genre de problème, mais en tout cas, voilà, ça définit ce genre de choses. Ensuite, il y a un ID de séquence, alors ça c'est assez intéressant. Si on est plusieurs à discuter et si on est dans des situations où la qualité du réseau elle est pas top, si j'envoie plein de messages et que je dis pas, au fait, ça c'est le premier message que je t'envoie, au fait c'est le deuxième, au fait c'est le troisième, etc. La personne en face, elle est pas capable de me dire, attends, il y a un trou là, j'ai raté des trucs, est-ce que tu peux me les renvoyer s'il te plaît? Ou elle peut pas refuser ce genre de choses. C'est souvent un mécanisme qu'on utilise pour justement pas se perdre au niveau de la communication. On donne des ID et on les incrémente, et on s'assure que la personne en face a bien reçu tous les messages, potentiellement dans l'ordre, etc. Il y a des façons un peu plus complexes pour le faire, mais voilà. Un autre truc qui est intéressant dans Mavlink, donc, c'est les systèmes Component ID et Message ID. System Component, c'est, imaginez-vous, vous êtes plein à utiliser ce qui s'appelle un bus, c'est-à-dire un espèce de canal de communication. Donc on a plein de composants ou plein de pièces qui essaient de communiquer, donc c'est le bazar. J'identifie le système que je suis. Par exemple, je suis, je sais pas moi, un capteur GPS, et je m'apprête à envoyer une trame. Voilà. Et, voici le système
le drone dans lequel je me trouve, et voici le type de capteur que je suis. Et je m'apprête à envoyer un message, et ce message il a un identifiant. Par exemple, ceci est une commande de pilotage. Je suis en train d'envoyer une commande de pilotage. Et si c'est une commande de pilotage, alors là j'ai un champ data, alors là je m'éclate, j'ai de la place. Et en fonction du type de commande que je m'apprête à envoyer, il y a tout un protocole, donc une façon d'envoyer la commande. En mode, si c'est une commande de pilotage, alors le byte suivant, ça va être, je sais pas moi, la puissance des gaz sur le moteur. Le byte d'après, ce sera est-ce que je pitch, est-ce que je yaw, on verra après, mais genre comment est-ce que je m'oriente, est-ce que je dois actionner des moteurs, qu'est-ce que je dois faire. Il y a des commandes de pilotage, mais il y a plein d'autres commandes. Il y a une commande de je te demande s'il te plaît de m'envoyer une photo que tu aurais faite avec l'appareil du drone, ce genre de choses. Et en fonction du type de message, bah, j'envoie pas la même data, qu'il n'y aura pas la même fois. Est-ce que c'est bon jusque-là? Super. Et puis après, il y a une checksum. Alors qu'est-ce que c'est une checksum? C'est qui sait ce qu'est un checksum? Waouh, ok. Et bah, puisque quasi tout le monde connaît le checksum, c'est juste un chiffre qui permet d'effectuer une opération sur toute la trame. Si on tombe sur le même chiffre, ça veut dire que j'ai pas perdu de données, qu'il n'y a pas eu de corruption de données dans la chose. Ok? Donc là voilà, j'ai à peu près une idée de la trame. Je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Je sais toujours pas ce qu'il y a dans le data, hein, c'est pas très cool. Et là je me dis bah ok, bah super, apparemment il faut que je me connecte en Wi-Fi à mon drone, c'est parti. Du coup, bah, je démarre, hein, je me connecte en Wi-Fi à mon drone. Alors je démarre mon drone. Ah. Et puis alors là je vais essayer d'aller choper le Wi-Fi de mon drone. Je sais pas si on va voir là, il y en a pour 30 secondes, hein, c'est vraiment le temps que je me connecte. Ah, j'ai un Anafi là. Hop. Super, voilà, je suis connecté à mon drone. Voilà, félicitations, merci d'être venu à mon tête. Là, je peux pas faire grand chose. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors, je vais pouvoir faire plusieurs choses. La première chose que je vais pouvoir faire, c'est essayer de voir. Est-ce que je vais réussir à ouvrir un terminal? Ouais, j'en ai même ouvert un peu beaucoup. Mon ordi est en PLS. Est-ce que c'est assez gros? Ouais. Alors, je n'ai pas utilisé de MacBook depuis un petit moment. Yes. Je vais pouvoir faire plusieurs choses. Je vais pouvoir récupérer des infos relatives à mes cartes réseau qui sont là, vous voyez. Alors là, c'est du jargon, etc. Je vous aurais bien montré la version graphique, mais je pense qu'on va pas bien la voir. Mais en gros, la première chose que je vais essayer de faire, c'est de savoir qui je suis. Donc je vais essayer de retrouver ici, là, vous voyez l'IP address. Là, je suis en 192.168.42.92. Ça veut dire que sur ce réseau-là, il y a sans doute un Anafi, d'accord? Il y a sans doute mon drone, puisque je suis connecté dessus. Je vais un peu tricher, parce que je crois que je suis 168, on a dit combien? 42? 42.92. Yes, donc du coup, je vais pinguer .1, parce que je triche. Point 1, c'est l'IP de mon drone. Voilà. Donc là, maintenant, je sais que j'ai un drone qui est là. A priori, j'arrive à le contacter, ça c'est plutôt cool. Ça va pas m'aider énormément. Alors là, j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. La première, en vrai, j'ai fait un peu des deux. La première, c'est je vais essayer d'aller voir si j'ai pas d'autres endroits où je peux choper de la doc. Je vais avoir plusieurs possibilités pour aller choper de la doc. Moi, la façon que je préfère, parce que la doc n'est pas toujours à jour, et ça dépend vraiment des constructeurs, c'est d'aller voir s'il n'y a pas des gens qui ont déjà fait des SDK autour. D'accord? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des SDK autour? Bah oui, par exemple, là, il y a Node Parrot Drone, voilà, qui est là et qui dit, bah voilà, ça c'est les class names, donc c'est les ID de commande dont je parlais. Puis il y en a plusieurs. Alors si l'ID c'est 0, bah, c'est une commande de pilotage. Si l'ID c'est 1, c'est caméra, etc. Puis là j'ai toutes les infos qui commencent à se dérouler. Je me dis, ah tiens, super, je sais où je vais pouvoir mettre mes différents chiffres dans ma trame. Et puis, vu que moi ce qui m'intéresse c'est de faire du pilotage, là je vois que bah, je commence à avoir des infos ici. Piloting, machin, PCM2. Ah, move the drone, ça c'est intéressant ça. Cutout de motors, on va peut-être pas l'implémenter tout de suite. Voilà, bon bah là j'ai du PCMD, alors super, et puis là je commence à regarder, puis il me dit bah voilà, ça c'est les différents arguments qu'il faut dans tel ordre, et puis ça c'est leur taille.
Puis ça tombe bien parce que des U8 et des U8, c'est des types qui me parlent bien en Rust. Alors en Node, je sais pas comment ils font, mais en tout cas en Rust, moi ça m'arrange. Du coup, j'en ai regardé plusieurs comme ça. Et puis je suis tombé alors voilà, sur des trucs, sur un équivalent. Vous voyez, ça a l'air d'être le framework un peu équivalent en Go. Et en fait, l'avantage, c'est, vous voyez ici, là, ils parlent tous des mêmes headers. Ça veut dire qu'en gros, derrière, il y a une espèce de SDK, il y a une espèce de librairie en C qui expose des trucs. Alors moi, j'y ai pas trop accès. Alors je sais pas si Parrot les exposait fut un temps et si moi, je les ai juste pas trouvés. Mais en tout cas, peut-être qu'il faut payer, je sais pas. Mais en tout cas, tous les gens qui font des SDK, ils ont l'air de se baser un petit peu sur la même chose. Puis là, j'ai des identifiants avec des bytes et puis avec des valeurs. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que moi, je suis pas méchant, mais je suis un peu bête. J'ai créé des enums. Ouais. Donc, je crée des enums. Puis donc là, on parlait de PCMD tout à l'heure. Voilà. Alors moi, j'ai tout pris là. Enfin, je suis pas tout seul. Hein. Vous voyez, il y a mon collègue qui est là. J'ai pris les différents trucs, puis je leur ai donné des I8 et des U8 comme j'ai vu sur la doc. Et puis je me suis dit, super, let's go, on va créer une trame. Alors comment est-ce qu'on crée une trame? On crée une trame, alors hop là. Ça, c'est les différentes commandes. Et ça, c'est la trame. Alors une trame ici, elle a un type. Cette trame, ces trames, ce mécanisme, c'est une enum qui a deux variantes. Il y a known et unknown. Parce que vu que je ne vais pas implémenter toutes les trames que je peux envoyer, toutes les trames que je peux recevoir, il y a moyen que le drone il m'envoie un truc que je ne saurais pas vraiment désérialiser, que je ne saurais pas transformer dans une vraie commande, parce que je ne sais pas ce qu'il est en train de m'envoyer en fait. Du coup, si je ne sais pas, je le mets en unknown, puis ça me permettra de débugger. Au pire, j'aurai la suite de 0 et de 1 qui va me permettre de finir par comprendre ce qu'il essayait de me dire. Ou pas d'ailleurs, hein, mais au moins je laisse pas la donnée ici. Vous voyez, une unknown frame, pour moi, elle a un truc, puis ça a une valeur, puis de la donnée. Ouais, bien sûr. Je vais zoomer un petit peu du coup. Donc ça, c'est une unknown frame. C'est pas celle qui va plus nous intéresser. Par contre, la known frame, donc la vraie, hein, vous voyez, qui est là, celle-là, elle est intéressante. Cette known frame, elle va avoir un type, puis un ID de buffer. Alors vous voyez, le type là, c'était le type de commande, le type de frame que j'avais vu dans la doc tout à l'heure. Elle a un ID de buffer, puis elle a un ID de séquence, le truc dont on parlait, et puis une feature. Et alors la feature, c'est là où je vais avoir le type de drone sur lequel je travaille. Vous voyez, feature. Ceci est une commande que j'envoie à un Jumping Sumo, donc ça c'est les petits drones qui sont sur vous. Ou alors un Air Drone 3. Alors le Air Drone 3, c'est celui sur lequel on va travailler, c'est tous les drones, les drones assez récents qui volent. Et du coup, avec cette feature, je me suis fait, vous voyez, là on se les est tous paluchés à la main. Vous voyez, ça c'était moi il y a 4 ans. On se les est tous fait à la main en disant Common c'est 0, puis Air Drone 3 c'est 1, etc. etc., etc. Et on s'est fait une implémentation de serialize et deserialize. Enfin, pas vraiment serialize, deserialize parce qu'on écrit des bits dans des frames, mais dans l'idée c'est ça, quoi. C'est quasiment comme du JSON, sauf que vu que, en plus à l'époque je connaissais pas bien Rust, voilà, on s'est fait des grosses énigmes comme ça, là, avec un gros into des familles. Et puis voilà, ça c'est pour faire du pilotage, ça c'est pour faire de la caméra, ça c'est pour faire ci, ça c'est pour faire ça. Et à la fin on se retrouve avec des paquets de 0 et de 1 qu'on va envoyer au drone, enfin qu'on va essayer d'envoyer au drone. Je vous la fais courte, ça marche bien, mais c'est la théorie, c'est-à-dire que en gros j'ai une espèce de, j'ai plein de SDK qui disent pas forcément la même chose, puis qui disent là non, là c'est un 0, puis là c'est un 1 et tout. Ça a pas super bien marché. Donc j'avais une super structure, et puis j'arrivais toujours pas à faire décoller mon drone, j'étais un peu déçu. Et là du coup j'ai sorti un des outils que je déteste le plus, mais qui est quand même vachement pratique. J'espère que je vais pouvoir zoomer un peu. Ça vous parle un peu? Il y en a qui ont dû dégainer Wireshark alors récemment, je sais pas, je vous le souhaite pas. Est-ce que je peux zoomer un chou? Je vais voir si je peux zoomer. Si on zoome, l'amplifier du Tomago, c'est aussi. Je sais pas s'il est actif sur le Ouh, il y avait un gros zoom là, non? C'est ça? Ouais. Let's go. Toggle zoom, zoom in. Commande pomme. Je ne les connais pas du tout, c'est terrible. Use trackpad. 3 fingers double tap. Let's go, on va voir ce qui se passe. 3 fingers double tap. Oh yes, incroyable. Waouh. Ok, j'espère que cette démo va valoir un coup. Du coup, alors, qui ne connaît pas Wireshark du tout? Qui n'a jamais vu ce logiciel?
Incroyable. Bon, bah, faut accélérer, c'est parfait. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis en Wi-Fi. Il se trouve que sous Linux et sous OS X, sous Windows maintenant aussi, je pense, il y a un mode qui s'appelle le mode Promiscuous. Ça vous parle ou pas en Wi-Fi? Le mode Promiscuous en Wi-Fi, c'est le mode où j'écoute tout ce qui se passe. En mode, si c'est pas moi l'IP de destination, je m'en fous, je récupère tout le trafic. D'accord? C'était pratique quand on était dans le McDo et que les gens faisaient pas de HTTPS à l'époque. Je peux récupérer des trucs sympas. Maintenant, c'est moins le cas. Tout le monde fait du HTTPS. Par contre, il y a un truc qui est sympa. C'est que ici, là, du coup, j'ai des protocoles, des destinations, puis en bas, alors ça va être sympa, en bas, j'ai des trames avec des données. Voilà. C'est de l'exa, mais en gros, je pourrais transformer ça en une séquence d'entiers, en fait. D'accord? Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'étais ici. Donc là, vous voyez, c'est mon ordi qui discute. Mais il se trouve que Parrot, ils font un super truc. C'est que ils ont une appli mobile pour piloter les drones. Du coup, je me suis dit, bah let's go, je vais prendre mon téléphone. Alors, vous allez pas le voir, je vais pas pouvoir le streamer, quoique j'aurais pu si... Hop. Hop là, donc là, je vais me connecter avec mon Anafi. Oh bah tiens, il y a mon Anafi qui me parle là, il m'envoie de l'ARP. Bon, l'ARP, c'est pas un protocole qui nous intéresse pour celles et ceux qui font ça. Voilà, donc là, ça commence à discuter un petit peu. Hop. J'ai un pote qui s'est connecté, je vais essayer de voir si je peux trouver mon IP, ça m'arrangerait beaucoup. Pour pouvoir filtrer dessus, je suis 42.47. Est-ce que quelqu'un voit un 42.47 passer? Oh, j'en vois là. MDNS, super. Et alors du coup, je peux filtrer, ça c'est quoi? C'est IP source ou IP destination, donc IP. C'est IPv4, non, c'est IP.adder égale 192.168, j'ai dit combien? 42 ça va? 42.47. 42.47. On va essayer de filtrer. Il y en a 2-3 quand même. On a dit GMP, on a du MDNS. MDNS, bon bah voilà, c'est des protocoles pour faire de la résolution entre des noms et des IP. Ça va pas nous intéresser énormément. Par contre, il y a un truc qui va nous intéresser, c'est que si je lance la super appli Parrot, voilà, qui me permet de piloter un truc. Putain, j'ai du MDNS qui se passe. Est-ce que je vais jeter mon drone dans un... Là j'ai de la trame. Ah, a priori ça se passe pas en MDNS. Est-ce que ce serait la bonne idée? Je vais aller voir s'il y a quelqu'un qui discute avec 42.1. Ça c'est du DP, ça c'est du DP. Bon, j'ai de la trame, il y a le drone qui discute avec mon ordi, qui fait du broadcast, pardon. Donc on va se pencher là-dessus. Vous voyez, ça c'est les trames avec la donnée. Je peux pas vous montrer exactement ce qui se passe ici. Malheureusement, hop. Ça je l'avais fait sous Linux en mode Promiscuous. Je sais pas s'il faut que je lance en sudo ou s'il faut que je fasse des trucs en plus sous Mac, je peux pas bien vous montrer. Mais en gros, je me retrouve avec ce genre de trame. Et du coup, ce genre de trame, j'essaie de les débugger. J'essaie de regarder, donc je prends la doc, je prends les SDK et je dis, bon bah voilà, alors le premier caractère, donc là c'est un F, donc ça va se représenter en hexa, ça va se représenter en... Si je le mets en entier, ça va donner, je sais pas moi, 1001 par exemple. Ok, donc ça correspond à une trame de type machin. Et une fois que je commence à intercepter et à regarder comment lui il arrive à discuter, parce que lui il vient de faire monter le drone, hein, donc il sait envoyer la bonne commande. Je commence à déchiffrer un petit peu ce qui se passe, et puis petit à petit je me retrouve dans une situation où est-ce que je peux quitter le zoom en faisant un triple tap? Bon. Je me retrouve dans une situation où je me dis bah chouette, ça commence à... Oh yes, ça va être sympa ça. Mais si tu reviens en arrière, vers le bas avec tes doigts. Non, par contre je peux désactiver le zoom, je pense. On va voir ça tout de suite. Hop. Zoom. Zoom style, zoom, hop, je vais désactiver la feature instantanément. Merci. Hop. Et du coup, avec ça, plus ces infos-là, je me retrouve à comprendre un petit peu comment ça marche. Et vu que je suis quelqu'un de très mal organisé, ça se voit, hein, vous voyez, il n'y a pas de slide et tout, il n'y a rien qui va. La première chose que je commence à faire, c'est ça. J'écris des tests. J'écris des tests tout de suite sur toutes les features, et surtout, j'écris des tests sur des frames. C'est-à-dire que je prends les frames que j'ai interceptés, je les écris ici, et je fais un gros assert equal, ou assert frames match en l'occurrence, pour vérifier que
ce que j'ai décodé, ou alors ce que j'ai trouvé dans le vrai trafic, ça correspond à la commande que moi j'essaie d'envoyer. D'accord? Il est 20h18, on va accélérer un chouille. Donc en gros, j'ai plein de commandes différentes avec des flags, avec des speeds, avec plein de choses. Une fois que j'ai ça, je me focalise et je me penche sur le PCMD qui est ici. Ce PCMD, donc c'est un petit bout de la trame dont je vous parlais tout à l'heure, dans laquelle je vais avoir donc des flags, du roll, du pitch, du your, etc. Et là, le but du jeu, ça va être d'essayer d'aller comprendre quelles sont les valeurs qui sont autorisées. C'est pas parce que je peux écrire des valeurs sur 8 bits, par exemple. Je peux, par exemple, admettons le pitch et le your, sur 8 bits, ça fait de moins 128 à plus 127, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. C'est pas parce que j'envoie ces valeurs au hasard qu'il va se passer véritablement un truc. Donc là, j'ai deux possibilités. La première, je démarre le drone et j'espère qu'il va pas se jeter dans un mur. La deuxième, c'est j'utilise des simulateurs. Il y a des logiciels que vous pouvez télécharger très très vite qui vous permettent justement d'aller faire de la simu, d'aller regarder un petit peu comment ça marche, vous testez sur simulateur et ensuite vous essayez de vous connecter. C'est moins fun, si vous aimez vivre dangereusement, je vous conseille une autre méthode, mais ça peut être une bonne façon de le faire. La bonne nouvelle, c'est que c'est plus facile. La mauvaise nouvelle, c'est que vous n'êtes pas sûr que c'est exactement le comportement de votre drone. Ok ? Les simulateurs de parole, ça veut dire que les gens, ils ont reverse engineer complètement. Alors, il y a un ouais, c'est une super question. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont reverse et qui ont créé un simulateur? Alors oui et non, dans la mesure où Parrot fournit un simulateur. Je crois qu'il s'appelle, je sais plus si c'est Olympus ou Sphinx, j'ai plus le nom. Et alors ce simulateur, il est super, c'est le truc officiel, je sais pas s'il est encore maintenu. Par contre, il est disponible que sous Linux. Moi je suis sous Mac, d'ailleurs le SDK, je suis même pas sûr qu'il soit disponible sur autre chose que Linux actuellement, je sais pas si quelqu'un a l'info. Après, il y a d'autres simulateurs, des simulateurs Mavlink, qui est un protocole plus global, on va dire, avec lesquels vous allez pouvoir interagir. D'accord ? Si vous voulez faire du drone open source, il y a une plateforme qui s'appelle PX4, qui est vraiment trop bien. Vous allez avoir accès à plein de composants, vous allez pouvoir vraiment vous éclater dessus. Il y a toute une suite d'outils, de simulateurs, de plein de choses qui va vous permettre de jouer avec si vraiment ça vous intéresse. Et du coup, ouais, c'est... Enfin, moi, au départ, je testais un peu sur simulateur pour voir si au moins mes commandes elles passaient. Puis dès que je voyais que ça marchait bien, j'essayais sur le drone. Et puis je m'apercevais que ça marchait pas, donc je changeais un petit peu. Et puis au final, ça finit par tomber en marche. Ok ? Ouais, c'est littéralement tomber en marche, hein, le principe. Alors, on va voir deux trucs assez rapidement. Le premier truc qu'on va regarder, c'est ça. Alors ça, c'est un exemple. J'aime beaucoup développer des librairies en Rust en commençant par les exemples. Soit commencer par les exemples, soit commencer par la doc. Ce qui est important, c'est commencer par utiliser la lib qui n'existe pas. À quoi elle ressemble mon API? Quelles sont les fonctions que je vais vouloir appeler? Une fois que j'ai ça, je sais à peu près à quoi ça va ressembler. Moi, bon là j'ai des grosses red slips parce que c'est le moment où on teste et le moment où on se dit oh là j'ai pas tout compris, bon je vais... Ça c'est la spéciale ça. Ça c'est oh là ma commande elle passe pas bien, je vais faire une boucle for, je vais l'envoyer 40 fois puis avec un peu de chance elle va finir par partir. C'est pas exactement la vraie raison mais voilà. Et du coup là en gros je me disais bah voilà, je récupère l'IP de mon drone, j'aimerais bien me connecter à mon drone, j'aimerais bien le faire s'envoler. Attendre un peu, le faire monter, le faire avancer, reculer, descendre, etc. D'accord ? Une fois que j'ai ça, ça donne un exemple. Alors ça compile pas hein, forcément au début, mais par la suite, au fil de l'avancée. Alors je vais commenter le forward, backward, left, right, etc. parce que je suis pas chez moi, j'ai moins de place. On va prendre up, down, land, et puis le sleep, là c'est pas mal. Je voudrais vous montrer deux choses. La première, on va se mettre en rustlog debug, direct. Est-ce que vous voyez bien là? Est-ce qu'il faut que je sois en debug ou en trace? On va le voir assez vite. Hein, hop, je vérifie juste que je ne l'ai pas fait avancer parce que je vais me le prendre en pleine tête, ça va monter. Sauvegarde aussi. Ouais. Take off, hop. Tu sais quoi, je suis joueur, je veux juste vérifier si je close. Ah, il me propose de sauvegarder, j'avais pas sauvegardé, c'est bien vu ça. Très très bien vu, on vient d'éviter un drame. Take off, up, sleep, 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 down, sleep, land. C'est pas mal. On va reset aussi. Reset,
point virgule. Ça, c'est quand vous avez plein de messages d'erreur à la compile, mettez un petit reset parce que quand vous scrollez, vous savez plus jusqu'où. Hop, et on va mettre l'exemple. Dash example lift off. Est-ce qu'ils font un S à example? Voilà, non. Vous voyez que je le vive dangereusement parce que j'ai pas compilé le truc avant la démo. Hop, down. Et il atterrit. Cool. Nice. Là, il se passe des trucs sympas. On a du log en info et on a du log en debug. Alors, c'est peut-être un peu petit, je sais pas si je peux bien zoomer en vrai. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Qu'est-ce que j'ai en info? En info, j'ai les frames que je décode. Vous voyez? J'ai décodé cette frame, elle est de tel type. Là, j'ai du 9 et puis la data, je l'ai laissée en RAW parce qu'en vrai, c'est super compliqué au début d'essayer de comprendre où on est et où est-ce qu'on se trompe. Ça, c'est ce que je compare à ça en fait. Est-ce que j'ai bien les valeurs auxquelles je m'attends? Et je reçois aussi beaucoup de unknown. Ici, là. Je reçois énormément de unknown. C'est tous les trucs que le drone m'envoie, que j'ai pas encore implémenté dans le SDK, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de le faire voler, mais en vrai, il m'envoie plein de sensors. Je lui demande de démarrer. Il va me dire le take-off a bien marché. Il va me dire ma position GPS a évolué. Les gyros vont me dire attention, tu as un changement de vélocité, tu te déplaces dans le plan, tu te déplaces quelque part. Ça, c'est plein d'infos qui sont bien sûr dans l'appli mobile notamment, mais que moi je drop en fait. J'ai pas fait le parseur de la bonne frame et je sais pas du tout quoi en faire, du coup je la mets dans du unknown et puis je log que c'est du unknown. Ok? Donc là on a vu, parfait, 20h24, nickel. On a vu pas mal de choses, on a vu une petite démo et en fait on a vu qu'on part d'un truc super bas, on a des petits outils qui permettent de comprendre ce qui se passe en bas, puis dès qu'on a un petit bout on écrit un test, puis on passe à l'étape de dessus, l'étape de dessus, l'étape de dessus. Et puis là on a un truc, et alors maintenant c'est open bar. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'à partir du moment où j'ai ça, où j'ai ma séquence comme ça là, avec un lift-off et un takedown, là je peux rajouter de la complexité, parce que j'ai une API qui est relativement simple, j'ai take-off, turn left, turn right, move forward, etc. Je me suis dit, let's go, pourquoi pas. Maintenant, je vais utiliser une autre lib qui est dispo dans l'écosystème. Donc là, en l'occurrence, c'est RDEV, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un truc qui permet d'intercepter les événements clavier, souris. Et je parle pas juste de stud in, de lire dans la console, hein, je parle d'intercepter les événements. C'est-à-dire que ici, alors là, je suis en mode listen, mais il y a un autre mode qui s'appelle grab, qui vole les événements. Et à la fin, vous envoyez, alors là, je ne vous montre pas vu que je suis en listen. En grab, la callback, là, cette fonction qui est là, elle renvoie une option de key, ou une option d'event. En mode, est-ce que je veux propager l'événement au système ou est-ce que je veux le récupérer et pas dire qu'il s'est passé un truc. Et alors là, pareil, vous voyez, alors là, ça a changé un petit peu dans la mesure où j'utilise ANAF-IRS, donc le truc, le SDK là, que j'étais en train de coder. J'utilise ANAF-IRS, donc je me connecte de la même manière que sur l'exemple, hein, je crée une IP. Je me connecte au ANAFI, et puis là, alors du coup, je travaille sur du keypress. Voilà. Il y a un keypress. Si c'est return, alors voilà, put your hands up. Si le drone est en train de voler, je le fais atterrir. Si le drone est au sol, je le fais s'envoler. Je fais un petit peu des dingueries avec du ordering et tout, parce que je suis dans une closure, mais on s'en fout. Si j'appuie sur la flèche du haut, le drone avance. Si j'appuie sur la flèche du bas, le drone recule. Si j'appuie sur left et right, il va à gauche et à droite. Les contrôles shift me font monter, descendre. Et QW, vu que je suis sur un clavier QWERTY, me permet de tourner vers la gauche et la droite. On va essayer ça, et je vais essayer de ne pas jeter le drone dans un mur. Et je vais pas me mettre en debug parce que vous avez vu un peu à quoi ressemblent les trains, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment pertinent de continuer. Ça tombe bien, il commençait à avancer dangereusement vers l'escalier, donc on va éviter de le faire atterrir au même endroit, ce sera très bien. Running, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse monter un peu. Il faut que je fasse monter. Un carré un peu droit. Alors, c'est contrôle ou shift pour descendre. Bon là, si j'appuyais sur shift, c'était moins drôle. Alors vous voyez, donc là il se déplace, il n'y a pas de souci. Vous voyez aussi qu'il est en train de dériver un peu. Il est en train de dériver parce que j'ai pas, je t'en parlais tout à l'heure,
il y a des commandes par défaut qui permettent de stabiliser le drone. En fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau où on contrôle chaque moteur indépendamment, et là c'est une dinguerie, et voilà. Il y a le niveau où on utilise le téléphone, et là il y a plein d'aides, stabilisation, machin, ABS, tout ce que vous voulez. Et ça c'est le mode, on va dire, intermédiaire où j'envoie des commandes, donc les PCMD avec les pitch, Windows, etc. Et donc je vous donne des valeurs un peu fixes pour faire avancer reculer. Et le dernier, donc celui-là, c'est le roll, vous voyez comme c'est lent là. J'ai pas trouvé comment le faire aller plus vite et je suis pas sûr qu'on puisse le faire aller bien plus vite. C'est un quadricoptère, on va pas faire plus de plus. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais le ramener. Est-ce qu'on pourrait pas le faire à terre par là? Hop, et je vais rappuyer sur entrée. Et voilà. Merci à tous. Je vais vous laisser sur... on va passer aux questions si vous en avez, bien sûr. Je vais vous laisser sur quelques petits liens. Le premier petit lien, c'est le arsdk.rs. Ah oui, j'ai pas internet, je suis sur le drone. On va se mettre sur internet, du coup, je suis désolé. arsdk.rs qui est ici. Ça, c'est le code du SDK que je vous ai montré. Et vous voyez, parce que je suis une personne qui s'y prend à l'avance, il y a 6 heures, j'ai fixé le TSH. Ne dites pas à mon patron que je bossais là-dessus aujourd'hui. Voilà, c'est littéralement ici, c'est open source. Vous pouvez l'utiliser si vous avez un drone Parrot. Il en gère plusieurs. Il gère celui-là, c'est sûr, et le Jumping Sumo, donc le petit à roulette, parce que c'est les deux que j'ai chez moi. Les autres, je sais pas si ça marche, c'est cool. A priori, sur ce genre de drone, c'est la même famille, donc ils fonctionnent de la même manière, ça devrait marcher. Si ça marche pas, n'hésitez pas à me le dire ou à envoyer des PR ou à envoyer des drones si vous voulez que je le fasse. Moi, ça me fait plaisir. Je suis toujours pour. Le code est disponible. Aerorust, c'est une super asso pour les geeks qui s'y connaissent ou pas. Moi, vraiment, quand j'ai attaqué, je connaissais rien du tout. Et voilà, le dernier lien que je voudrais vous envoyer, qui parmi vous est sur le Discord de Rust? Ah, ça fait pas beaucoup. Je vais vous envoyer un super lien vers le Discord de Rust Lille. Si vous faites le Advent of Code notamment, ou si vous voulez juste vous poser chill, si vous avez des idées de projet, que vous cherchez des super gens pour discuter, etc. Et si vous avez même des idées de talk ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Et apparemment, j'ai toujours pas internet, si c'est que J'ai un QR code à la volée. Est-ce que, alors Aerorust a un Discord également, si vous allez sur aerorust.org, c'est part. Et sur le Discord de Rust Lille, alors j'ai un super lien ici, est-ce que je peux générer un QR code? Je ne sais pas du tout. Je vais voir si je fais ça, est-ce qu'il y a un QR code qui va avec? Non. Je vais générer un super QR code et puis je l'afficherai juste là dans quelques minutes. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Du coup, merci pour la présentation. Et juste par rapport au protocole Navlink, du coup, le drone que tu as présenté, il implémente une partie du protocole, il a ses propres trames, mais c'est dévié un peu, c'est ça? C'est une super question. Le protocole Mavlink qui est ici, en fait, c'est le cas sur la plupart des drones. Il y a une partie qui est commune à tous les drones, et puis après vous allez avoir des fonctionnalités plus ou moins avancées en fonction du type de drone que vous avez, des sensors que vous avez dessus, ce genre de choses. Je pense qu'il y a une partie propriétaire, mais je ne saurais pas dire exactement laquelle. Et il y a une partie qui est générale. Typiquement là-dessus, il y a de la caméra 4K, il y a un flux, c'est quoi, c'est RSTP, RTSP, enfin c'est un des deux. En gros, je peux lui dire active le mode média et stream, et derrière ouvrir un VLC ou n'importe quoi pour récupérer le flux qui est géré. Si j'ai un drone qui n'a pas de caméra, par exemple, c'est le genre de choses que j'aurais pas. Donc voilà, il y a une partie propriétaire ou spécifique. Alors pour eux, ça va être propriétaire, mais pour les drones open source, typiquement, ça va être voilà. Et sinon, avec Mavlink, tout ce qui est autour du pilotage notamment, c'est quasi standard. Là, il y a des trucs vraiment avancés qui, moi ça me dépasse, mais on peut faire tourner des flottes de drones qui savent exactement où ils se trouvent les uns par rapport aux autres, qui évoluent ensemble, etc. On peut faire vraiment des chorégraphies incroyables. Et c'est des API qui sont relativement haut niveau. Genre, parmi les commandes là que je vous ai pas montré, il y en a une, c'est Return to Home.
Genre je joue avec, parfois j'appuie, il revient. C'est pas moi qui le pilote pour lui dire machin, il a des sensors, il a sa position GPS, il sait d'où il vient, il sait revenir. Donc voilà, typiquement c'est ce genre de fonctionnalités avancées qui sont peut-être pas forcément implémentées sur tous les drones, etc. Donc vous les aurez pas. Mais ouais, le protocole s'appelle Mavlink, et puis souvent les gens ils divergent sur certains aspects. Et du coup, vous comptez rajouter Rust dans la liste J'aimerais beaucoup. Je pense qu'on n'y est pas encore pour plusieurs raisons. Alors ça c'est le ARSDKRS dont je parlais. Dans AeroRust, il y en a un autre qui va être lié à du Mavlink. Est-ce que je vais le retrouver? Mav. Yep. Ça c'est vraiment le truc, vous voyez là c'est du PX4, c'est mon collègue qui est fondateur justement de AeroRust qui monte un SDK. Vous voyez là pour le coup c'est du vrai gRPC avec Tony qu'on en parlait, je sais plus avec qui. Ouais, on en parlait tout à l'heure. C'est du gRPC, ça envoie des trams MAV. Et du coup, vous avez, alors Gazebo, bref, vous avez tout un environnement de simulation avec lequel vous allez pouvoir échanger des trams. S'il y a un truc sur lequel il faut qu'on ait un SDK et s'il faut qu'on rajoute notre nom, c'est là-dessus qu'on va bosser. Et ensuite, je pense qu'il faut se coordonner avec eux parce qu'en vrai, le truc du Mavlink, c'est qu'il y a pas mal de hackers et de gens qui s'amusent dans leur garage là-dedans. Il y a aussi des gens qui l'utilisent pour faire, je sais pas, de la cartographie ou, je sais pas moi, enfin peut-être pas du sauvetage non plus, mais qui font des trucs assez avancés. Je pense pas que notre petit SDK qu'on a fait à l'arrache soit assez solide pour prendre cette responsabilité-là, en tout cas pour l'instant. J'espère un jour, ouais, carrément. Merci. Du coup, la prochaine étape, c'est de faire un firmware de drone en Rust. Carrément, 200%. Allez, challenge. Ouais. Alors ça tombe bien. Alors il y a ma femme ici, donc elle n'est pas censée être au courant. Hier j'ai acheté des petits Raspberry Pico qui vont bien avec des sensors qui vont bien. Et du coup on va discuter avec des protocoles alors qui sont pas les mêmes. Ça va être de l'I2C, ça va être du CAN, qui sont des normes d'automotive on va dire, pour aller discuter entre les différents sensors. Il y a un monde dans lequel il y a complètement, toute la stack de firmware en Rust. Et pour parler de AeroRust, notamment, on est en train de préparer un workshop sur des CubeSats, donc des petits satellites, vous savez, les petits là de, je sais pas ce que c'est, ça fait à peu près cette taille, quoi, qui a justement énormément de sensors, ce genre de choses. En gros, c'est du système embarqué, full Rust, et carrément, il y a complètement moyen de faire un drone complet PX4 avec que du Rust dessous. Mais pas encore, mais voilà, c'est plus une question de temps que de. C'est faisable. C'est faisable. Il utilise le Wi-Fi, le drone. J'imagine que c'est agnostique par rapport au transport. Parce que quand on voit les drones partir ultra loin, à des kilomètres, j'imagine que c'est plus le Wi-Fi. C'est une bonne question. Alors, lui, il utilise du Wi-Fi quand on le démarre, voilà, on se connecte en Wi-Fi. Le Wi-Fi qu'il expose n'est pas protégé. Genre là, vous vous connectez, vous le faites démarrer. Enfin, je l'ai éteint. De toute façon, il n'y a pas une autonomie, je crois. Il y a deux choses à savoir. La première, c'est que c'est un système embarqué. Il n'y a rien qui t'empêche, toi, de plugger un LoRa ou je sais pas quoi. Et puis, de la 3G, de la 4G, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Tu peux avoir des normes beaucoup plus puissantes. Et il y a un autre enjeu, c'est que ce genre de petit drone qui paye pas de mine, c'est quand même. Il y a un rayon d'action qui est assez grand, ça va très très vite, c'est tout petit, c'est très difficile à détecter. Si je fais cette démo-là dehors dans la rue, dans les 5 minutes, j'ai la gendarmerie qui débarque, dans l'île, parce que on peut faire des dingueries là si je mets une charge dessus, voilà. Le truc, c'est que faut faire super gaffe à ça, et il y a pas mal d'applications, pas forcément militaires, mais on peut faire des trucs vraiment avancés, et puis on peut tout à fait remplacer les composants. Je prendrais pas un Parrot si je voulais faire ce genre de choses, mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il faut savoir aussi que les forces de l'ordre, notamment parce que le Wi-Fi n'est pas protégé, mais pour d'autres raisons, ils ont la possibilité, quand ils voient un drone en l'air, de l'intercepter et de le ramener. Donc voilà. Donc là, en l'occurrence, ouais, c'est du Wi-Fi. Je suppose qu'il doit y en avoir qui doivent fonctionner autrement. Mais après, il y a un aspect législatif, je pense, qui fait qu'il y a des protocoles qui doivent être supportés, et puis en fonction de la classe, de la taille, de ce qu'il peut transporter, il doit y avoir des normes. Alors ça, pour le coup, je n'ai pas la réponse. Hop.
Voilà, je vais juste essayer d'afficher un super QR code, ça va me prendre quelques minutes parce que je suis nul à ça. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci à